Shehnaz Patel, bonjour. Bonjour. Vous êtes une femme de lettres mauricienne, auteure de romans, nouvelles, pièces de théâtre, albums jeunesse, mais aussi traductrice de textes en créole mauricien, éditorialiste et citoyenne engagée. Comment préférez-vous que l'on vous présente ? Je choisirais pas en fait entre toutes ces activités parce que je pense qu'on est de toute façon des êtres très multiples, si on le reconnaît ou pas. Mais toutes ces activités-là font partie de moi. Si je devais donner un mot, en fait, je pense que je me définirais comme exploratrice, parce que à travers toutes ces activités, à travers l'écriture, qu'elle soit journalistique ou littéraire, ce qui me fascine, en fait, c'est d'aller à la rencontre déjà de moi, parce que je pense qu'on change en permanence. Je suis pas la personne que j'étais hier et demain je serai pas la personne que je suis aujourd'hui. Déjà, rien qu'au niveau de nos cellules, il y a des choses qui évoluent en permanence. Et je pense qu'en fonction de ce qu'on vit, des rencontres qu'on fait, etc., on évolue sans cesse. Donc c'est une curiosité pour ça, pour les gens qui m'entourent et puis pour le monde qui m'entoure. Je pense qu'on n'aura jamais fini d'explorer ce mystère-là, le mystère que sont les gens autour de nous. Et c'est ce qui me guide en fait. C'est une sorte de curiosité, je dirais, pour l'humain et pour le monde. Et c'est ce qui fait un petit peu le fil rouge entre toutes ces activités. Je suis curieuse en fait de voir par exemple à travers l'écriture, parce que je pense que les mots, pour moi le rapport aux mots est très, très important, parce que je pense que les mots nous construisent et les mots construisent le monde autour de nous. Et les mots construisent notre rapport au monde. Et ce qui m'a toujours fascinée depuis que je suis gamine en fait, c'est de voir comment quelque chose de totalement inanimé à la base, c'est de l'encre sur du papier, il y a un moment où ça devient vivant. Dépendant de la façon dont on place un mot là, ou une virgule là, un silence là, ça se met à vivre. Et puis ça crée des personnages dont on a l'impression qu'ils sont vivants et qui nous suivent. Par exemple, je me souviens une grosse émotion de lecture avec le livre de Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude, où il crée un monde. On sait très bien que ce monde-là ne pourrait pas exister dans la vie réelle, mais dans l'espace de l'écriture, ça devient tellement vrai qu'on a l'impression que ça existe vraiment et qu'il y a des personnages dans ce livre qui, 30 ans après, me suivent toujours, sont toujours avec moi. Donc c'est un petit peu cette recherche-là, en fait, de comment l'écriture peut rendre vivant quelque chose qui est totalement, qui peut paraître totalement inanimé. Et il y a une phrase de Rebecca Solnit que j'aime bien qui disait « Un livre, la littérature, it's a solitude where we meet ». C'est une solitude où on se rencontre. Donc il y a un acte d'écriture qui est très solitaire, mais au fur et à mesure que ça évolue, en fait, ça permet de rencontrer d'autres personnes. Et puis à travers les lecteurs, c'est d'autres personnes encore qui, elles, viennent à la rencontre de cette écriture, de ces personnages, de cette histoire. Et je crois que c'est pour moi, c'est ces deux pendants, en fait. C'est la solitude d'un côté qui m'est essentielle, et c'est en même temps la rencontre aussi. Et je trouve, pour moi, dans la littérature, tout ça se retrouve. Comment ce goût pour l'écriture a commencé ? Alors ça a commencé très jeune. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où on aimait les livres. Mes parents étaient des lecteurs très assidus. Et je me souviens de mon père, en fait, il y avait une époque où il y avait beaucoup de ventes à l'encan, des gens qui quittaient l'île Maurice, qui émigraient pour des raisons diverses. Et donc, qui organisaient des ventes à l'encan où ils mettaient en vente tous leurs meubles, leurs fours, leurs frigidaires, etc. Et mon père, il suivait ça dans les journaux. Et dès qu'il y avait une vente à l'encan, il y allait. Et lui, quand il revenait, il ramenait pas des meubles ou des produits électroménagers, il ramenait des caisses remplies de vieux livres. Et je me disais, mais pourquoi, qu'est-ce qui est si intéressant, en fait, dans cette chose? Et puis je voyais mes parents lire et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui me prend leur attention, en fait, hein? Et puis je suis allée fouiller dans ces caisses, j'ai découvert plein de vieux livres, il y avait des livres reliés, il y avait des choses, il y avait des odeurs, il y avait des histoires et ça me fait toujours sourire aujourd'hui quand je dis une de mes premières rencontres de lecture, ça a été le Décaméron de Boccace. Parce que c'était un très beau livre qui était relié, ça avait l'air très mystérieux. Et en fait, quand j'ai commencé à le lire, bon, il y avait beaucoup de rossignols et de choses comme ça. Et ce n'est que des années après que j'ai compris que, en fait, ces rossignols, c'était des symboles sexuels, en fait, d'érotisme que, à mon jeune âge, je n'avais pas saisi à ce moment-là. Donc, c'est aussi une façon de dire qu'il y a des façons différentes de lire des œuvres à des étapes différentes de sa vie. Et donc, ça a commencé comme ça. Après, j'aimais qu'on me raconte des histoires. Et puis, il y a eu un moment où j'avais plus envie d'attendre que quelqu'un soit libre pour me lire une histoire. Donc, j'ai eu envie d'apprendre à lire toute seule.
Et très vite, je me suis rendu compte que moi aussi, il y avait plein d'histoires dans les livres, mais moi aussi, j'avais plein d'histoires dans ma tête. Et en fait, je pense que je dis parfois que la littérature m'a sauvée, parce que je pense que dans des moments difficiles de ma vie, en fait, la littérature a été là. Elle m'a permis d'aller très profondément à l'intérieur de moi-même, donc de comprendre des choses de moi et des gens qui me semblaient difficiles à comprendre, mystérieuses, étranges, violentes. Et en même temps, ça m'a permis de sortir, parce que c'est ce double mouvement de la littérature, en fait, de permettre d'aller très profondément à l'intérieur de soi et en même temps de permettre de sortir de soi pour aller à la rencontre de personnes et de lieux qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés dans la vie réelle. Je dis souvent qu'on peut vivre à côté de quelqu'un pendant très longtemps et s'apercevoir un jour qu'on ne connaît pas cette personne. Et il me semble que la littérature, elle nous offre ça. Il suffit de prendre un livre sur une étagère, quelque part dans une bibliothèque, une librairie, chez quelqu'un, d'ouvrir ce livre, de se mettre à le lire et tout de suite, on pénètre à l'intérieur des gens et d'une façon que la vie ne nous offrira peut-être pas. Parce que ça prend beaucoup de temps et puis je pense beaucoup de chance pour arriver à pénétrer l'intérieur des gens, ce qu'ils ont de plus intime et de plus profond. Et la littérature, elle nous offre ça sur un plateau, en fait. Et moi, j'ai le sentiment que la littérature, parfois on a l'impression que la littérature, lire, c'est un acte très solitaire. On se dit, voilà, elle est là, enfermée avec son livre. En fait, moi, j'ai toujours eu le sentiment du contraire, en fait. Je pense que la littérature, ça m'a permis d'approcher, en tout cas, le mystère qui est à l'intérieur de chaque personne. Par exemple, après avoir lu Madame Bovary, on peut trouver, c'est chiant, Madame Bovary, etc., au programme scolaire. Mais en fait, quand j'ai lu Madame Bovary, à partir de là, j'ai plus jamais regardé une femme, une bourgeoise de 40 ans de la même façon. Parce que je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de choses qui sont à l'œuvre. Et que quand on regarde la façade des gens, parce que c'est ce qu'on présente, vous me voyez là et vous voyez ma façade, celle que j'ai bien envie de vous montrer. Mais derrière ça, il y a tellement de choses que vous saurez peut-être jamais, que peut-être moi-même je saurais peut-être jamais. Et la littérature, elle nous permet d'approcher ça. Donc je pense que ça m'a donné vraiment un accès privilégié en fait, aux gens et au monde. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont vraiment marqué, qui ont fait de vous l'écrivain que vous êtes aujourd'hui? Oui, je crois qu'un écrivain, c'est d'abord quelqu'un qui lit. Je crois qu'il y a des influences, il y a des choses qui séduisent, il y a des choses qui marquent. J'ai lu beaucoup parce que j'étais une lectrice très, très gourmande, très avide. Et je me souviens de l'école où j'étais. En fait, j'avais commencé par choisir des livres un peu au hasard des rayons, parce que c'est une rencontre, un livre. Je trouve que c'est toujours un peu magique. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a celui-là qui vous vient en main, et puis c'est une couverture, c'est une odeur. J'aime beaucoup feuilleter les livres, sentir l'odeur, cette odeur d'encre, de papier, de colle. Et c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. En fait, ça m'arrive aujourd'hui de trouver un livre, de l'ouvrir, de le sentir, et puis d'être ramenée dans mon enfance, parce que ça me rappelle l'odeur d'un livre que j'avais à l'école ou des choses comme ça. Et c'est vrai que j'aime. Il y a des livres. C'est très divers en fait. Je peux pas dire que j'ai un livre de chevet. Je sais qu'il y a des gens qui ont un livre de chevet, mais j'ai l'impression, moi j'ai des tours de livres autour de moi, et j'ai toujours l'impression que j'aurai jamais assez de temps pour lire tous les livres que j'ai envie de lire. Donc il y a peu de livres sur lesquels je reviens forcément, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir en fait. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la littérature sud-américaine. Je trouve qu'il y a une espèce de magie en fait dans cette littérature. Garcia Marquez, bien sûr. J'aime beaucoup les livres des auteurs indo-anglophones aussi. Salman Rushdie, pour moi, c'est un grand. Les Enfants de minuit de Salman Rushdie, c'est une œuvre qui me marque beaucoup et qui m'accompagne toujours, parce que c'est une façon de raconter l'histoire, parce qu'en fait il parle d'une époque charnière de l'histoire de cette partie du monde, la partition entre l'Inde et le Pakistan, à travers des personnages qui sont d'une totale fantaisie en fait. Ouais, je pense que c'est ce que j'aime aussi dans la littérature, c'est une part de fantaisie que je retrouve dans ces œuvres d'écrivains comme Salman Rushdie et puis Arundhati Roy par exemple. The God of Small Things, pour moi c'est un livre, c'est un de mes livres préférés, je dirais, celui que je recommande toujours,
parce qu'elle a cette façon de parler de quelque chose de très dur, en fait, du rapport de caste à l'intérieur de l'Inde, à travers l'histoire de 2 enfants, qui en fait une histoire extrêmement sensible, extrêmement touchante, en même temps extrêmement dure. Et il y a cette magie, en fait, des personnages qui ont une grande part de merveilleux, en fait, je dirais, parce que c'est aussi ce qui me touche, en fait, dans la littérature. C'est cette part qui nous rend autant à la dureté qu'à la beauté du monde. Vous avez présenté dernièrement au Kodan Art Center une pièce de théâtre, Nyama, inspirée de l'histoire vraie d'une princesse du Sénégal kidnappée à l'âge de 9 ans, esclavagisée à Maurice et à La Réunion, puis affranchie dans les années 1750. Qu'est-ce qui vous a conduit sur les traces de cette femme ? Alors les histoires, c'est toujours des rencontres et c'est toujours un peu mystérieux en fait, comment ces rencontres nous arrivent. Nyama, c'est une histoire dont j'avais entendu parler, je sais plus trop où d'ailleurs, je pense que c'était dans une publication universitaire quelque part et ça m'avait frappé l'histoire de cette femme esclavée, parce que c'est un mot que j'ai utilisé, alors tout le monde me disait quand j'ai fait le titre de la pièce, j'ai mis Nyama, princesse esclavée libre, et alors quand il a fallu faire l'affiche, ils m'ont dit mais ça n'existe pas ce mot, et je dis bah, justement la littérature elle est là aussi pour inventer des mots. Je pense que souvent quand on écrit, on a cette sensation d'être un peu démuni et ça peut être assez frustrant parce qu'on a l'impression, on veut dire quelque chose et puis on a l'impression que le mot pour dire ça, il n'existe pas. On a des synonymes, on a des choses autour approchantes, mais c'est pas exactement ça. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir créer des mots. Il y a beaucoup d'auteurs qui l'ont fait et puis après ces mots entrent dans le langage. Et c'est une des fonctions aussi de la littérature, c'est d'approfondir, en fait, d'élargir notre rapport au monde à travers les mots que nous utilisons. Et ce mot esclavé, pour moi, il était extrêmement important parce que c'était une façon de dire que esclave, pour moi, c'est pas un statut. Elle a été réduite en esclavage, elle a été mise en esclavage, mais c'est pas son identité, en fait. Et Nyama, je trouve que pour moi, c'est un symbole de toute la richesse, en fait, de l'histoire de notre région, de l'histoire de notre pays et de tout ce que nous n'en savons pas. Pour des raisons diverses, parce qu'on ne veut pas savoir, parce qu'on ne veut pas que nous sachions, parce que c'est très vaste. Et il y a une part de merveilleux pour moi dans cette histoire, parce que c'est une histoire extrêmement dure. C'est l'histoire d'une fillette qui, à 9 ans, est emmenée comme esclave. Ensuite, elle va passer à l'île Maurice, elle va aller à l'île de la Réunion. Elle est rachetée par un homme, en fait, qui vient de France. C'est un peu un homme des Lumières, si on peut dire, et il s'intéresse à ce qu'écrit Rousseau, etc. Et clairement, il va avoir une relation entre cette jeune femme et cet homme qui va perdurer, et il va l'affranchir. En fait, elle va être une des toutes premières femmes affranchies à l'île de la Réunion, presque un siècle avant l'abolition de l'esclavage, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et elle va donner naissance à un enfant qui va être un enfant métis et qui va être un des plus grands scientifiques de son époque. C'est le premier homme de couleur à être admis à l'Académie française et ses travaux, il s'appelle Lillet Geoffroy. Et ses travaux, en fait, vont être salués par des scientifiques du monde entier comme étant extrêmement novateurs, et tout le monde va se demander mais comment ça se fait que cet enfant qui est né dans cette île d'une mère esclave, qui est jamais allé en Europe, il sache tout ça, que même des scientifiques européens ne savent pas. Et on parlait beaucoup de son rapport à son père, en fait, et moi, il me semblait qu'il y avait des choses dans ses travaux par rapport parce qu'il a été astronome, botaniste, géographe, cartographe, etc. Et j'avais l'impression qu'il y avait des choses dans son rapport avec sa mère, parce qu'ils étaient très proches, et que une part de sa science venait de là, en fait, de son rapport aux plantes, de son rapport aux étoiles, de son rapport à la nature, etc. Et j'ai eu envie d'explorer cette histoire, et elle est extrêmement riche parce qu'elle nous renseigne beaucoup sur un passé, en fait, qui est pas très lointain de nous et qui fait partie de ce que nous sommes aujourd'hui. Pour moi, travailler sur cette histoire, ça m'a permis d'approcher et peut-être de comprendre un peu de ce qu'est l'île Maurice d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas se dire, en fait. On se rend très bien compte tout de suite, quand on se plonge un peu dans les documents d'époque, que c'était pas totalement une époque en noir et blanc. Il y avait c'était une époque très complexe. C'était une époque où il y a des esclaves qui ont possédé des esclaves. C'était une époque où il y a énormément de choses qui étaient en jeu, en fait, dont
nous ne sommes pas conscients aujourd'hui. Et je pense que ne pas connaître ça, il me semble que c'est un handicap si on veut essayer de comprendre ce qu'est l'île Maurice d'aujourd'hui. Donc cette histoire, pour moi, elle était très forte parce qu'elle est à la fois très dure et très inspirante. Et ça a été intéressant de voir comment, parce qu'on a tenu, bon c'est une pièce tout public, mais je tenais beaucoup à la partager avec des jeunes, avec des étudiants. À La Réunion, on l'a joué devant énormément de jeunes. À Maurice, quand on l'a joué devant 600 étudiants. Et les retours qu'on a eus, les réactions étaient extrêmement intéressantes. Je veux dire, après la pièce, ils sont restés pendant plus d'1 heure à poser des questions, à discuter, à se dire, ah ben ouais, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre pays, et on le savait pas, et on ne nous en a jamais parlé. La littérature, elle a aussi cette fonction-là, je trouve, de permettre de donner chair à l'histoire. Et ça, c'est extrêmement important. Pour revenir sur vos inspirations et vos diverses inspirations, dans vos 2 premiers romans, Le Portrait Chamarel et Sensitive, vous mettez en scène des personnages fictifs. Puis, à partir du 3e roman, Le Silence des Chagos, vous racontez l'histoire de la déportation des Chagossiens à travers les yeux de Charles Héziat, qui a réellement existé. Dernièrement, vous avez écrit également le scénario de l'histoire de Maurice en BD, en collaboration avec l'historien Jocelyn Chanlao, puis donc, en 2019, Niama. Quelle est votre intention derrière ces récits historiques ? Est-ce que pour vous, c'est une nouvelle route sur le chemin d'écriture ? Je ne sais pas si c'est une nouvelle route, je m'en éloignerai peut-être dans mes prochains ouvrages. Mais en tout cas, c'est une source passionnante, c'est une source, je dirais pas intarissable, mais elle est riche. Et je crois que l'histoire, en fait, on peut aborder des faits historiques de différentes manières, mais il me semble que l'aborder à la littérature, ça permet justement de donner du sang et de donner de la chair et de donner des tripes et de donner du cœur. Quand on apprend l'histoire, on l'apprend de façon très détachée, entre guillemets, et c'est la fonction des historiens, c'est pas de prendre parti. Et souvent, on aborde l'histoire comme une suite de dates et comme une suite de faits. Et ce qui m'a toujours intriguée, en fait, dans l'histoire, c'est la petite histoire à l'intérieur de l'histoire avec un grand H. C'est les gens qui font l'histoire. Tous ces gens qui sont allés faire la guerre, etc. Bon, on dit la guerre, 14-18, 39-45, etc. Mais c'est comme des gros monstres, c'est comme des grosses choses qui n'ont pas de peau, quelque part, et pas de sang sous cette peau. Alors que tout ça, les guerres, etc., elles sont faites par des gens. Ceux qui ont décidé de déclencher des guerres, ce sont des êtres humains, souvent des hommes d'ailleurs, qui ont un vécu. Et souvent, ce vécu explique aussi pourquoi ils se lancent dans ces guerres, parce que souvent, on le voit même dans l'histoire de Maurice, il y a eu des affrontements, des conflits, etc., qui sont nés de rivalités amoureuses, par exemple. Parce qu'un gars, il n'était pas content que l'autre gars, il lui ait piqué sa femme, etc. Et donc, ça donne un conflit, ça donne une guerre. Et à l'intérieur de tout ça, en fait, il y a des histoires humaines. Et je trouve que quand on aborde l'histoire, souvent, on est à côté de ces histoires humaines qui sont le fondement de l'histoire. Et ce qui m'a toujours intriguée et intéressée, en fait, c'est comment les gens vivent dans l'histoire. Comment ça affecte des vies qui ont l'air petites, qui ont l'air minuscules, qui ont l'air sans importance, mais qui, en fait, sont ce qui est important. Et dans l'histoire des Chagossiens, par exemple, moi, c'est une histoire que j'ai rencontrée en tant que journaliste. Et le journalisme, pour moi, c'est extrêmement important. Ça va faire le mois prochain, enfin dans 2 semaines, ça va faire 35 ans que je suis journaliste. Et c'est un métier qui m'a toujours passionnée. J'étais haute comme ça, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et je disais journaliste. Parce que j'avais cette espèce de vision un peu utopique, un peu romantique du journaliste comme redresseur de tort, parce que je pensais qu'à travers les mots, on pouvait changer le monde. Quelque part, je le crois toujours un peu, parce que moi, je sais que ça a changé mon monde, donc je me dis pourquoi ça ne changerait pas celui des autres. Mais quand je suis journaliste, en fait, c'est un rapport très clinique aux mots. Quand je suis journaliste, j'ai pas le droit d'inventer, j'ai pas le droit de prendre des libertés avec les faits. Alors que quand je suis romancière, quand j'écris de l'écriture littéraire, là, c'est une autre respiration. Là, j'ai toutes les libertés. Et je dis, par exemple, dans la littérature, par exemple, si j'aime pas quelqu'un, je peux le tuer. Et puis, si dans 1 semaine, il me manque, je peux le ressusciter dans mon roman. Dans la vie réelle, je peux pas faire ça. Et dans le journalisme non plus.
Donc c'est un grand espace de liberté et je trouve que le journalisme en fait a nourri mon écriture littéraire parce qu'il m'a permis de rencontrer des gens d'une façon que peut-être en tant que simple kidam j'aurais pas rencontré. Par exemple, quand on est journaliste, on peut aller chez les gens et leur dire racontez-moi votre histoire. Alors que bon, dans la vie de tous les jours, on peut pas forcément se permettre de rentrer chez les gens et de dire racontez-moi. Et en même temps, ça m'a permis de me rendre compte que ces histoires que je racontais dans le journal, je les racontais d'une certaine façon, mais il y avait des choses qui me restaient et que j'avais envie d'aller plus profondément. Par exemple, quand j'ai écrit Sensitive, il y a une scène dans Sensitive, qui est mon deuxième roman. En tant que journaliste, j'avais eu à couvrir une fois des émeutes à Palma. Il y avait eu un accident. Il y avait un jeune prêtre qui avait renversé 2 fillettes en doublant un autobus et il les avait tuées en fait. Et c'était un samedi. Moi, j'étais de garde au journal et on reçoit un appel. Il y a les émeutes à Palma. Vite, on prend un photographe, on y va, etc. J'arrive là-bas. C'est une scène complètement pas apocalyptique, mais d'une grande violence. Ils avaient renversé l'autobus, mettaient le feu aux voitures qui passaient, etc. Moi, j'ai fait mon boulot de journaliste, donc je suis allée rencontrer les parents de ces enfants, j'ai interviewé les gens du voisinage, je suis allée voir l'avocat qui représentait ce jeune prêtre qui était au poste de police, etc. Et puis au milieu de tout ça, au milieu de tout ce chaos, du feu, des cris, de la violence, il y a une image qui m'est restée, c'était la petite chaussure, une petite chaussure rose avec des rubans qui était jetée dans un coin du trottoir et c'était la chaussure d'une de ses enfants qui venait de mourir. Et donc après, je suis rentrée au journal, il était 10h du soir, j'ai écrit mon texte, etc. Et puis je suis rentrée chez moi, il devait être minuit, et j'arrivais pas à dormir et cette chose me tournait dans la tête et ça me restait là et ça me restait là. Et des années après, quand j'ai écrit Sensitive, il y a cette image de cette petite chaussure d'une enfant qui m'est revenue. Et là, elle figure dans ce livre. C'était une autre façon, en fait, de redonner vie à quelque chose qui ne m'avait jamais lâché, en fait. Et Le silence des Chagos, c'est un peu la même chose. C'est une histoire que je rencontre alors que je suis journaliste. C'est une photo que je vois dans un journal. C'est des femmes qui sont pieds nus, mains nues, avec de vieux vêtements et qui affrontent des policiers qui sont casqués, bottés, armés de matraques, etc. Et je vois cette image et je me dis mais c'est quoi, qui sont ces femmes et pourquoi est-ce qu'elles se battent? Parce que c'est une image d'une grande force. C'était une photo en noir et blanc, en une d'un journal. Donc quand je suis devenue journaliste, pour un de mes premiers articles, j'ai choisi d'aller voir ces femmes chagossiennes et de leur demander de me raconter leur histoire. Donc par la suite, j'en ai fait une série d'articles, mais en même temps, j'avais le sentiment que c'était pas suffisant, que j'avais pas rendu justice entre guillemets à cette histoire, parce que ce qui était important, il y a tout l'aspect, c'est un gros dossier les Chagos, et c'est pas fini, c'est une histoire qui continue. Il y a tout cet aspect historique, politique, économique, géostratégique, etc. Mais à l'intérieur de ça, il y a des vies humaines, il y a des vies de gens. J'ai presque envie de dire comme vous et moi, mais qui n'ont pas eu les mêmes vies que nous, malheureusement. Et je crois que la littérature, justement, ça peut sembler paradoxal de dire ça, mais je crois que la fiction aide à rendre réel. Il y a le peintre Paul Klee qui disait que l'art ne consiste pas à reproduire ce qu'on voit, mais à rendre visible. Et effectivement, je pense que la littérature, c'est ça. Ça rend visible les choses d'un point de vue humain. Et c'est ce que je voulais, en fait, en écrivant Le silence des Chagos. C'est un roman que j'ai écrit 3 fois. Parce que les 2 premières fois où je l'ai écrit, quand je l'ai relu, je me suis dit non, il y a un truc qui passe pas, on ne le ressent pas, en fait. Et ce que je voulais, c'était de donner un ressentir avec. Comment on vit une telle histoire? Comment est-ce qu'on est survie? Et c'est pour ça, en fait, que cette histoire, pour moi, c'était important aussi d'en faire un roman, donc qui part de personnages réels. J'ai rencontré des personnes vraies avec qui j'ai cheminé pendant des années, parce que je pense qu'on n'entre pas comme ça dans la vie des gens. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de la confiance, c'est des relations qui se développent au fur et à mesure. Et puis après, de ces personnages réels, à partir de là, j'en ai fait des personnages de fiction parce qu'il me semblait que c'était un des moyens, en fait, de donner à vivre avec. Vous êtes éditorialiste et vous avez posé 2 fois votre candidature aux élections générales. Comment liez-vous ces expériences avec votre travail d'écrivaine? Je crois que ça fait partie de la même curiosité dont je parlais au départ, en fait. C'est d'essayer de comprendre les choses
J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses, ça fait 50 ans que je vis dans ce pays et je me dis toujours qu'il y a beaucoup de choses que je comprends pas et que je ne sais pas encore. Et c'est d'aller chercher, en fait, ça. Moi, je suis issue de ce qu'on appelle à Maurice un mariage mixte. Quand j'étais gamine, je comprenais pas quand on me disait ça, parce que pour moi, bon, effectivement, c'était un homme qui avait aimé une femme, qui avait épousé une femme, ils avaient eu un enfant ensemble, donc forcément, c'était mixte. Ça m'a pris un petit moment avant de comprendre qu'on me disait mixte parce qu'ils n'étaient pas de la même communauté. Et j'étais toujours interpellée, en fait. On me demandait toujours, mais tu es quoi? Parce que manifestement, aux yeux des gens, je portais un nom qui ne correspondait pas avec ma façon de me vêtir, avec ma façon de me comporter, etc. Donc j'étais tout le temps à l'école, dans la vie quotidienne. Les gens se croyaient, ils se croient toujours d'ailleurs, autorisés à me demander, mais tu es quoi? Et moi, cette question, elle me semblait extrêmement bizarre, quoi, et que j'ai à me justifier, en fait, par rapport à ce que je choisis d'être ou pas. Ça m'a toujours intriguée d'essayer de comprendre d'où ça vient, comment ça fonctionne. Et je crois que je conteste pas le fait qu'il y ait à Maurice des communautés, je conteste pas le fait que quelqu'un... Je suis pas une fan du métissage en disant la solution de tout c'est le métissage. Je veux dire, il y a des connards chez les métis aussi. Ça ne garantit pas la bonté, l'intelligence ou la beauté. Je veux dire, il y a des cons partout, quoi. Hein. J'ai toujours du mal à comprendre que, en fait, on veuille nous limiter à ça. Qu'il faut être de telle communauté pour pouvoir être Premier ministre, qu'il faille être de telle communauté pour pouvoir faire telle chose, avoir telle place, avoir tel job, avoir tel... c'est quelque chose contre lequel je m'insurge profondément. Et comme je disais, quelqu'un a le droit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les communautés existent. Quelqu'un a le droit de se considérer hindou et de se dire hindou ou musulman ou créole, etc. Mais ce que je ne conçois pas et ce que je n'accepte pas, en fait, c'est que notre représentation politique soit sujette à ce critère-là. Et c'est le cas, parce que pour pouvoir être candidat aux élections législatives à Maurice, pour pouvoir être député à Maurice, il faut remplir un formulaire où on dit à quelle communauté on appartient. Et moi, je me suis toujours dit, mais si j'ai besoin de faire ça, je mets quoi? Parce que j'appartiens à aucune communauté en particulier. Et donc, je vis dans un pays qui ne me permet pas de dire que je suis mauricienne s'il s'agit de représentation politique. Et ça, pour moi, c'est un non-sens. Et c'est pour ça que j'ai choisi de poser ma candidature à 2 reprises, en sachant très bien que cette candidature allait être rejetée parce que j'allais refuser de décliner une identité communale. Et le but, justement, c'était de contester cette obligation, donc d'aller devant le Privy Council dans un premier temps, avec 104 autres personnes qui avaient fait la même démarche, et puis devant les Nations Unies, qui finalement ont donné un jugement qui allait dans notre sens, en disant au gouvernement mauricien, il faut que vous revoyiez votre constitution, parce que clairement, elle prive un certain nombre de citoyens mauriciens de leurs droits. Après, je pense que dans mon écriture, il y a une artiste finlandaise, je me souviens plus tout à fait le nom, elle disait tout est autobiographique en fait. Elle est peintre, mais elle dit un portrait, une nature morte, tout est autobiographique. Parce que pourquoi est-ce qu'on choisit de représenter telle chose plutôt que telle autre? Pourquoi est-ce que je choisis d'écrire telle histoire? Pourquoi je choisis d'écrire l'histoire des Chagossiens ou l'histoire de Nyama plutôt que telle autre histoire? Parce que je pense que ça répond à des choses très profondes à l'intérieur de nous, dont on a envie de parler, qu'on a envie de mettre sur le tapis, qu'on a envie d'interroger. Et je pense qu'effectivement, mon écriture littéraire, elle se situe dans ce prolongement-là, et c'est quelque chose qui, je pense qu'à travers, si j'essaye de voir un fil rouge, en fait, dans ce que je fais, c'est autour de la question de l'identité, je pense. Comment on se définit soi-même, comment les autres nous définissent. Et comment est-ce qu'on trouve sa place autant à l'intérieur de soi que dans le monde? C'est un petit peu la question que je me pose en permanence, en fait, et je pense que c'est ce qui se retrouve autant dans mon engagement citoyen que dans mon écriture, qu'elle soit journalistique ou littéraire. Nouvelles, romans, théâtre, albums jeunesse, éditoriaux de presse, traductions. Quel est le genre littéraire dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise pour vous exprimer? Dans quel genre littéraire vous sentez-vous le plus près de qui vous êtes, Shemas Patel? Je pense que ça dépend de qui je suis à quel moment, en fait. Parce que comme je disais au début, je pense que
Pour moi, un être humain, c'est quelqu'un de mouvant en permanence. On a l'impression, voilà, on est constitué, on voit notre corps, notre chair, nos os, etc. Mais en fait, on est constitué à 70% d'eau. Et l'eau, c'est quelque chose de mouvant. Je pense que c'est quelque chose qui bouge en permanence, et ça peut être insécurisant, en fait, de se dire, voilà, que on change tout le temps. Mais en fait, je pense que c'est ce qu'on est. Je pense qu'on est, même si on n'accepte pas toujours de le reconnaître, je pense que nous sommes des êtres multiples et mouvants. Et il y a des moments où, pour moi, c'est l'écriture journalistique qui me convient le mieux. Et il y a des moments où c'est l'écriture d'histoire pour enfants qui me convient le mieux. Et il y a des moments où c'est le roman. C'est l'air du temps, en fait, pour moi. C'est quelque chose de très mystérieux, comme je disais au début. Je pense qu'il n'y a pas de choses très définies. Là, je suis en train de travailler sur un projet. J'ai envie de planter un livre, en fait. Ce que je voyais au Japon, ils ont créé un papier qu'on peut planter. Après avoir lu le journal, par exemple, qui est imprimé sur ce papier, au lieu de le jeter, on peut le planter. Parce qu'il y a des graines dans ce papier, et ce papier pousse, et je trouve ça tellement beau. Et donc là, j'ai envie de travailler sur un livre qui serait un conte, pas seulement pour enfants, parce que moi je trouve que les contes, c'est pour les adultes aussi. Et qu'à la fin de ce livre, en fait, on pourrait le planter, et que ça pousserait, que ça donnerait une plante, une fleur, un arbre, des graines, des fruits, peu importe. Oui, c'est quelque chose de... C'est pour dire qu'en fait, pour moi, l'écriture, c'est toujours quelque chose de vivant. Et comme tout ce qui est vivant, ça se transforme, ça mute, ça change. Donc, j'aurais pas envie, en fait, de me limiter à une chose, d'avoir à choisir une chose. Je veux tout. Et puis voilà. Merci. Merci.